Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous ne sommes pas mercredi, mais nous sommes mardi, et je le disais tout à l'heure en présentant cette heure d'actualité, il y a deux bonnes raisons qui nous permettent d'avancer cette chronique. D'abord que demain c'est Purim à Jérusalem et que nous allons célébrer cette fête envers et contre tout, et puis surtout parce que la situation économique en Israël et à travers le monde s'est considérablement aggravée au cours des 2-3 derniers jours. Et je voudrais tout d'abord, alors nous allons ensemble pendant les 20 prochaines minutes jusqu'à la fin de cette heure d'actualité parler de cette crise économique, des répercussions de l'épidémie de coronavirus sur l'économie israélienne. Alors tout d'abord, il y a des images qui ont été marquantes hier dans les journaux télévisés. Ce sont ces images de certains supermarchés qui ont été pris d'assaut par des Israéliens, et je voudrais qu'avant tout, vous nous expliquiez s'il y avait des raisons de paniquer à ce niveau-là. Oui, d'abord Purim Sameach. Purim Sameach, surtout à ceux qui sont pas à Jérusalem, voilà, et qui nous écoutent en direct, qui sont déjà revenus de la synagogue pour pouvoir nous écouter en direct, qui sont levés à 6h du matin pour ça. Voilà. Et aussi un petit pensée à Eliana, qui je crois est encore dans sa maladie, qui sûrement nous écoute de son lit. Pour certainement. Maintenant, très important ce que je veux dire, vous m'avez appelé hier, et avec raison, pour me dire est-ce que je peux venir exposer où on en est maintenant. Bien sûr, des répercussions économiques. C'était encore avant l'annonce officielle par le Premier ministre de ce blocus, on va dire, général des cieux israéliens, puisque désormais, comme on l'a annoncé, redit dans cette heure d'actualité, tous les Israéliens qui reviennent de l'étranger devront être placés en quarantaine. Oui, on en parlera abondamment. Ce que je veux dire que les gens comprennent. On va essayer de décortiquer ce qui se passe. On va essayer d'expliquer, mais on va être très prudent, parce qu'on va peut-être dire des choses et son contraire, parce qu'on ne sait pas où on en est. Oui. Et sur chaque réponse, mais on va essayer quand même d'expliquer et de donner des points d'indication aux gens, comme on essaie de faire d'habitude dans la chronique. Essayer de rassurer. Essayer de rassurer tout en étant prudent. Voilà. Alors, premièrement, la première question que vous avez posée concernant le rush sur les super. J'ai fait moi-même hier les courses et je voulais aller trouver des œufs dans un super, il n'y en avait pas. J'ai dû aller dans l'autre, il y en avait. Alors d'abord, ce qu'ils ont fait dans la télévision, et avec raison, ils ont amené Rami Lévy, pour pas le citer, montrer Rami que Lévy, dans... c'est pour le patron la plus grande chaîne de supermarchés en Israël. Oui, c'est bien que vous le souligniez. Oui. Et ils ont montré que ces Marsani, c'est-à-dire ces entrepôts, sont remplis. Donc, il n'y a pas de risque de manque. Maintenant, pourquoi est-ce que dans votre super ou dans votre épicerie, peut-être de façon momentanée, il peut y avoir un produit qui manque? Parce que il y a une psychose et que les gens sont affolés sur une chose. Ils se disent déjà, je vois les affiches je vois les images en Italie. Ah oui. Je vois 60 millions de personnes qui peuvent pas bouger. Donc, moi, je veux quand même prendre en avait déjà parlé il y a une semaine. Ouais. Et je vais prendre mes précautions. J'ai encore acheté un peu plus de nous que j'aurais acheté. Et ce qui fait, c'est qu'il peut y avoir un manque momentané. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au début, il y avait un problème quand ça commençait le corona en Chine. Ça veut dire un problème d'offre mondiale, puisque la Chine est un des plus grands producteurs mondiaux de beaucoup de choses. Pas de nourriture en Israël, la nourriture quotidienne, on peut s'autoconsommer, mais beaucoup de choses. Et maintenant, le problème en Chine, je sais pas, c'est un peu d'optimisme, est en train d'être résolu. Voilà. 80% des entreprises là-bas, il faut le dire, sont revenues, ont repris. Donc, il y a moins un problème d'offre. C'est déjà une source d'espoir, c'est-à-dire que la Chine, qui on pensait était déjà quasiment contaminée, on voit qu'au bout d'un mois et demi, elle reprend son activité économique. Et pourquoi les gens disent pourquoi c'est arrivé comme ça? Comme c'est un pays qui est dictatorial, on peut dire le mot, c'est-à-dire qu'il a imposé à plusieurs dizaines de millions de personnes de ne pas bouger des maisons. À partir du moment où vous prenez cette décision de ne pas bouger de la maison, alors à ce moment-là, vous éradiquez le problème. Maintenant, en Israël, les mesures qui ont été prises au début, d'ailleurs qui ont été des fois critiquées, étaient des mesures extrêmement sévères et des fois on pensait même illogiques. Et pourquoi vous faites ça? Exagéré et tout ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si on regarde Israël et compare avec la population de Suisse, il y a moins de gens en Israël qui sont affectés. Pourtant, il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est ce qu'a dit Jacob Litzman. Il a dit pour une même population en Suisse, il y a 10 fois plus de cas qu'en Israël. Donc pourtant, Israël est autour de pays ou de régions qui pourraient être affectés comme Gaza ou l'entité palestinienne, puisque ce sont des endroits où il y a moins de santé, de contrôle et de choses comme ça. Et pourtant, Israël a réussi pour l'instant, que ça soit limité. Donc, maintenant, c'est une chose qui est arrivée. Alors, c'est pour ça que d'un côté, on dit la chose suivante. Ils disent aussi, pensez qu'il y a Beth au Pessar, si vous achetez maintenant beaucoup de nouilles et de pâtes, qu'est-ce que vous allez en faire à Pessar? Oui. Donc, c'est un problème. Oui. Alors,
Bon. Moi, on peut pas. Vous nous avez fait rire déjà ce matin. Maintenant, ce qu'on dit, la chose suivante, ce que, en gros, on dit, et ce qu'ils essaient de dire, il n'y a pas de raison de panique, de rush sur les super, les choses comme ça. Je pense aussi que la décision, par exemple, qui a été prise hier pour interdire, pour demander le confinement de tout ce qui vient de l'étranger, ils ont donné, vous avez peut-être vu graduellement, c'est-à-dire ils ont dit, ça dépend, pour ceux qui sont comme ça, c'est dans tel temps et dans tel temps, et il ne faut pas être trop rétroactif non plus. Donc pourquoi, ce que je veux dire, c'est que s'il y aura une décision, il peut y avoir une décision de dire aux gens, ou toute une région, tout un endroit, vous ne pouvez pas sortir, je suppose qu'ils donneront la possibilité aux gens de s'approvisionner avant. Oui. Donc c'est pour ça que il faut être prudent, il faut écouter les informations, mais pas la psychose. Alors ça c'est déjà dit et c'est important. Maintenant, cette décision du Premier ministre annoncée hier soir de fermer, on va dire, les cieux israéliens et d'obliger les Israéliens à revenir au pays, parce que plus tôt ils reviennent, plus ils ont de chances de revenir d'une certaine manière, même s'ils devront passer 14 jours en quarantaine, elle a un impact économique dans de multiples secteurs. Alors on va commencer par le secteur le plus touché, c'est le secteur du tourisme en Israël, c'est-à-dire les répercussions, c'est-à-dire on a le sentiment qu'une mesure qui est prise aujourd'hui, elle va avoir eu des répercussions sur les prochains mois, pas seulement sur les 2 prochaines semaines, mais sur les prochains mois, parce que cette activité touristique, les vols, les liaisons aériennes qui s'arrêtent, ça ne peut pas se reprendre très rapidement. Quel est l'impact ? Oui. Prenez par exemple l'exemple que vous avez dit des compagnies aériennes. Ouais. El Al, Israël et Arkia. C'est catastrophique pour eux. C'est beaucoup de vols qui ont été annulés, pour la plupart, et ils ont des frais. Ce qu'ils ont commencé à faire, c'est mettre des gens, on va en parler, en Rufshalot Hashim en Israël, on dit ça Khalat, c'est-à-dire on ne te vire pas, on te met en congé, mais on est en congé sans solde. Sans solde. Et donc ils ont commencé à faire ça, plusieurs centaines de personnes. Plusieurs milliers, on peut dire. Plusieurs milliers si on regarde les compagnies. Oui, c'est vrai. Si on regarde tous les compagnies ensemble, c'est un problème. Et vous avez raison de le dire, tout le monde le dit. C'est qu'ils pensaient peut-être au début que le problème économique serait seulement au premier trimestre. Maintenant, on sait que ça va être au deuxième trimestre, il le dit ce matin. Et que ça peut même toucher les vacances, les grandes vacances. Voilà. Voire Tishri. On parle même. Alors, c'est un grand problème. Maintenant, El Al, par exemple, vous avez donné le nom, est allé au gouvernement et a dit, si tu m'aides pas, et la Stadrot aussi a demandé, nous, dans quelques temps, on peut faire faillite. Oui. Et c'est un problème. Alors, il y a au ministère des Finances une cellule spéciale sur ce sujet de El Al pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Parce que ils ont vu que El Al a fait des efforts, là, maintenant, à licencier des gens, a fait des choses comme ça. Et donc, on attend, El Al attend, et le public attend, je pense aussi que... par exemple, on a parlé de réserves de l'État d'Israël. Voilà. Il y a des réserves qui se chiffrent en milliards de shekels. Est-ce que ces réserves, elles peuvent être utilisées pour venir en aide à d'abord des sociétés proches de l'État, même si El Al, c'est une société aujourd'hui qui est une société privée. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de fonds spécial qui peut aider des entreprises à ne pas déposer le bilan ? Oui, d'abord Netanyahou, malgré les problèmes budgétaires et que c'est un gouvernement un peu spécial, a débloqué la semaine dernière 4 milliards de shekels pour ce sujet-là. Maintenant, les gens du secteur qui représentent, on va en parler aussi, les indépendants et autres de tous les secteurs, mais spécialement du secteur des agences de tourisme et tout ça, sont venus au gouvernement et ont dit on a besoin de mesures extrêmement fortes pour nous économiquement, pour nous permettre de tenir. Ça peut vouloir dire, par exemple, ne pas payer la sécurité sociale ou des choses comme ça, pour ne pas... Parce que c'est le problème des faillites, j'ai fait une thèse là-dessus il y a des années, c'est le problème de la trésorerie. Si vous pouvez être une entreprise saine, une entreprise qui est bénéficiaire, mais si vous avez à un moment donné un problème de trésorerie, vous pouvez faire... De tazrimim, ce qu'on appelle. Tazrimim et zoumanim, on dit en Israël. Alors vous pouvez... Cash flow en anglais, alors vous pouvez faire faillite. Et vous savez, c'est comme la Gemara dit, il faut aider la personne avant qu'elle s'effondre. Parce que si vous vous rendez compte, c'est pas seulement El Al qui ferait faillite. Ça veut dire tous ceux que El Al sert, où il y a toute une chaîne, et sans compter l'aéroport et des choses comme ça, ça peut être aussi un problème économique majeur après. Un effet domino. Et un effet domino. Alors donc il y a peut-être une possibilité de compensation, de dédommagement, en tout cas de la part de l'État. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut être très très effectif très rapidement? Ça veut dire justement pour empêcher ces sociétés de s'effondrer?
J'espère. Ce matin, par exemple, ils ont dit que Trump, aux États-Unis, a pris la décision de faire des baisses fiscales à tout le monde, à tous les salariés. Et immédiatement, le secteur financier, ce matin, a repris, y compris en asiatique, et on en reparlera après. Donc, il y a des possibilités de faire. Maintenant, je ne sais pas ce que le gouvernement fera ou pas. Encore une fois, il est limité, mais c'est une des possibilités qui existent. Alors, on a remarqué, alors on a parlé de ce secteur. Quels sont les autres secteurs qui sont également touchés, de manière plus massive? Les secteurs, on parle de l'immobilier. L'immobilier également. Qui peut être, puisque vous savez, c'est le travail. Les travailleurs, on ne sait pas comment ils vont travailler. Ouais. Et maintenant, une chose très importante. Un ralentissement. Maintenant, je voudrais voilà. peut-être revenir un peu sur... Hier, on a recensé une chute libre, on va dire, des marchés financiers, des places boursières. Et d'un autre côté, il y a un élément qui peut paraître paradoxal, c'est que l'euro, le dollar, les deux monnaies étrangères principales remontent par rapport au shekel. Ça veut dire que le shekel s'affaiblit aujourd'hui. Comment expliquez-nous un peu ce qui se passe? Juste une seconde avant de passer au problème financier. Très important pour nos auditeurs, et ça c'est extraordinaire parce que vous parlez d'aide d'État. Ils ont décidé que toute personne, quel que soit le secteur, qui sera mis en khalat, c'est-à-dire qui est en congé sans solde, comme vous avez dit le mot, pourra immédiatement avoir des assurances chômage. Okay. D'habitude, il y a un problème de temps, il y a un problème de dire mais pourquoi vous n'êtes pas au chômage. Ils ont dit, voilà ce que vous allez faire pratiquement. Celui qui a ce problème-là, il doit premièrement à dire au Shirut HaTa'asuka, c'est-à-dire au service de l'emploi, voilà, j'ai été mis en khalat. Je fais une déclaration que mon patron m'a dit, je pense te reprendre après. Il peut pas jurer, mais disons, c'est ma considération. C'est qu'une déclaration. Avec ces papiers-là, il va au Bitoach Leumi, à l'assistance sociale, et eux, ils lui donneront les assurances chômage qu'il faut que quelqu'un va payer depuis le début. Depuis le début. Parce que d'habitude, il faut attendre plusieurs mois. Voilà. Et là, c'était formidable. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que on n'en a pas parlé. Quand on a parlé du rush, il y a aussi problème le online monte. C'est-à-dire que les gens achètent peut-être par correspondance. Ouais. Parce que il y a un problème des fois de livraison aussi. On dit aux gens, quand il y a des problèmes, alors ils disent une application et les gens viennent pas. Maintenant, les gens rentrent pas dans les maisons dans ces cas-là. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut pas aller au Shirut HaTa'asuka parce qu'on est en bidoute, on est en confinement ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, l'inscription peut se faire par Internet. Okay. Alors, ils ont permis de faire pour la première fois par Internet. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est formidable, je pense. Maintenant, le grand problème, et j'espère que ça c'est votre question, j'espère que ça va être résolu, c'est tout ce qui est les indépendants, les patrons et tout ça, qu'on va arriver à faire quelque chose pour essayer de tous les secteurs, de leur donner quelque chose. Pour l'instant, je ne sais pas ils n'ont pas encore dit. Oui. Alors, maintenant, votre question. Maintenant, concernant les places financières et le shekel, c'est-à-dire la seule consolation, on va dire, pour nos auditeurs, en tout cas ceux qui aussi perçoivent une retraite, par exemple, de l'étranger, c'est que l'euro est en train de remonter, il a passé la barre des 4 shekels. Expliquez-nous comment on est ce changement de tendance. Oui, et on est étonné parce qu'en fait, je le dis souvent la chronique, depuis des années, Israël le shekel est pratiquement la monnaie la plus forte du monde. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dis souvent qu'une partie du fait que le shekel est fort, ce sont des investissements des Israéliens à l'étranger dans les bourses étrangères, qui fait que ceux qui placent leur argent veulent pouvoir donner aux Israéliens une rentabilité en shekel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des options pour pouvoir s'assurer contre une hausse du shekel. Okay. Maintenant, étant donné que les bourses dans le monde entier, Wall Street en particulier, ont chuté, il y a moins cette volonté de vouloir, de la part des grands investisseurs financiers, de vouloir changer de dollars en shekel. Okay. Donc, c'est ce qui s'est passé à mon avis. Une deuxième chose, je suppose aussi que, vous savez, le high-tech et tout ça est marqué. C'est évident, on n'a pas les chiffres encore de l'exportation, mais c'est évident que quand vous pouvez pas aller d'un pays à l'autre et tout ça, ça joue aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Une autre chose qui s'est passée, dollar-euro, la Banque américaine a baissé les taux d'intérêt de façon extrêmement sensible. De 1,5%, on parle encore qu'elle va le faire. On va presque aller jusqu'à un intérêt négatif. D'ailleurs, la Banque d'Israël, et je pense qu'elle a tort quand je dis, ne l'a pas fait. Oui. Et ça aurait été même psychologique, elle n'a pas voulu. Elle a dit, je regarde. Elle aurait pu dire, voilà, puisque l'Amérique fait ça, peut-être elle va le faire à la fin du mois. Mm-hmm. Alors moi aussi, je le fais. Parce que l'inflation, c'est très important de dire, le pétrole a baissé comme jamais. Depuis 91, 30%. Vous avez maintenant un baril de pétrole à $30. Oui. Et ça va faire baisser l'inflation. Donc, c'était une possibilité pour la Banque d'Israël de le faire. Et ils n'ont pas voulu faire ça. Maintenant, l'euro,
n'ont pas encore baissé encore leur taux d'intérêt. La Banque européenne a dit pour l'instant, on suit. Elle est déjà négatif le taux d'intérêt, mais ils ont des possibilités d'acheter sur les marchés. Pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils le feraient. Et donc, comme la Banque américaine a fait ça, c'est une petite... L'euro a un peu arrangé, tikkun en hébreu, de ce qu'il a fait il y a plusieurs mois. Il est revenu surtout au dollar à 1,14. Toutes ces deux choses-là expliquent ces mouvements très erratiques et très étonnants qu'on a vus ces derniers jours. Alors, quels sont les autres secteurs, ou en tout cas, quels sont les autres domaines, quelles sont les répercussions, on va dire, à long terme, à plus long terme, de cette crise? Très très bien. Sur les places financières, d'abord, très important à dire. Hier, la Reshut Shuk Ahon que je parle souvent, c'est-à-dire l'autorité qui gère tout ce qui est les retraites, a lancé un appel qu'elle sait qu'il y a dans les réseaux sociaux des faux appels, des fausses informations. Comme quoi, il faudrait racheter maintenant, par exemple, les Keren Ishtalmut, c'est-à-dire les fonds de formation, qui sont la chose la plus bonne en tant qu'investissement, qui ont de très grands avantages sociaux. Pourquoi ils ont vu ça? Ils ont vu qu'il y avait on leur a dit tout ce qui est dans la police, rachetez vos trucs de formation. Ils ont dit, c'est faux, il faut pas paniquer. Encore une fois, quand on regarde à moyen terme et à long terme, ces institutionnels, ils ont énormément d'argent sur eux. Et deuxièmement, ils ont aussi une partie qui est par l'État. Ça, c'est le point positif. Ils ont dit, surtout sur les gens qui ont des coupons de Gmail et des choses de moyen terme, il ne faut pas maintenant retirer son argent parce qu'on risque de perdre à un moment ou à un autre ça va s'arranger ce problème-là. C'est pas une question de quelques mois que vous avez besoin de cet argent. Surtout ne paniquez pas et ne prenez pas cet argent des retraites. Ça c'est important. Par rapport à ça, je dois dire malheureusement que des gens qui partent maintenant à la retraite, ils vont perdre par rapport à ce que des gens qui ont maintenant leur retraite vont perdre beaucoup d'argent par rapport à ce qu'ils pensaient parce qu'il y a eu cette crise. Et je dis souvent que c'était de la part, c'est Netanyahu qui l'a fait, de vouloir, et le ministère des Finances depuis des années, de vouloir jeter les gens et leur retraite sur la bourse, qui ne se fait pas en France par exemple, ça a un problème. Parce que dans des cas comme ça, de grande crise, ça peut faire perdre de l'argent. Donc il faut être prudent, mais surtout pas pour les gens qui n'ont pas besoin maintenant pour leur coupon de Gmail et des choses comme ça, surtout ne pas. Maintenant aussi, je dis aux gens, qui sont des plus petits investisseurs. Et surtout, ne regardez pas tous les jours votre portefeuille en bourse, ou bien ce qu'on appelle les polissotes rissarantes, combien ils ont fait ou pas, parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un pourra dire, oui, mais ça peut encore baisser 10%. Oui, c'est vrai. Et alors il dira, je suis content, parce que moi, j'ai pas perdu les 10% que les autres ont perdu. Mais quand ça sera 10% plus haut, plus bas, peut-être il va pas revenir pour acheter. Donc, on ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est-à-dire, le conseil, c'est pour ceux qui disposent de portefeuilles d'actions, ne pas toucher. Ne pas les toucher, les laisser et ne pas tenir compte des mutations actuelles, des changements actuels sur le marché financier. Oui, bien sûr, parce qu'il faut regarder les crises financières qui ont eu lieu ces dernières années. Vous savez, c'est pas la première, 2002 et tout ça. Et les bourses ont énormément augmenté ces dernières années. Certains disent dans la presse, je le disais tout à l'heure dans la presse israélienne, que c'est plus grave que la crise de 2008. Oui, c'est-à-dire, hier ce qui s'est passé, c'était chiffre. C'est même, pourquoi il ne faut pas le regarder? Parce que ça ne veut rien dire. Autant ça a baissé de 8% hier, autant aujourd'hui les places asiatiques recommencent de 5% et on parle de la même chose en Amérique. C'est pas un marché financier qui est stable. C'est erratique, c'est vrai, c'est mauvais pour les cardiaques, mais voilà, mais celui qui est cardiaque, il n'a pas beaucoup besoin d'aller investir dans la bourse et mais dans les le problème, actions. c'est que, comme je dis, on est obligé d'y être parce que nos fonds de pension, des retraites y sont, parce que, de toute façon, jusqu'à maintenant, les gens n'avaient pas d'autre alternative. On peut pas s'accuser d'avoir fait ça. Eh bien, je crois qu'on a bien compris. C'était très clair et très précis, comme d'habitude, et extrêmement édifiant comme enseignement, donc à méditer dans le cadre de cette crise et de cette épidémie. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu aujourd'hui. On vous souhaite, comme nous tous ici à Jérusalem, une bonne fête de Purim ce soir et demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 9h très précisément. C'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. On vous souhaite à tous les auditeurs, bien entendu, une bonne fête de Purim aujourd'hui à travers tout le pays, à l'exception de Jérusalem. Essayez de surmonter les difficultés inhérentes à cette épidémie de Corona et à vous réjouir malgré tout envers et contre tout. Bonne journée, bonne fête de Purim, à demain, shalom shalom.